Sud Radio vous explique comment Russes et Ukrainiens vivent-ils la guerre d'Ukraine. Invité Anne Niva, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes essayiste, reporter de guerre, prix Albert Londres, auteur de ce livre, La haine et le déni. Et vous êtes l'une des journalistes françaises, sinon la journaliste qui connaît le mieux d'ailleurs la Russie, avec tous ses allers-retours depuis 30 ans là-bas. Vous y étiez encore récemment, il y a 3 jours, avec, juste avant avec les élections. Donc vous êtes allé évidemment en Russie, vous êtes allé aussi en Ukraine, en Tchétchénie aussi, que vous connaissez bien, vous avez rencontré en fait beaucoup de monde. Alors évidemment, il y a eu cet attentat commis donc par des islamistes. Poutine l'a reconnu que du bout des lèvres. Et comment la population vit tout cela, tous ces événements? Justement, Patrick, moi, mon but en écrivant ce livre, c'est de ne pas faire de géopolitique. La géopolitique, j'en fais quand on me pose des questions. Mais moi, mon métier de base, c'est le reportage de terrain. Et le reportage de terrain, il faut pas prendre le public, les Russes moyens ou les Ukrainiens moyens pour des idiots. Il faut prendre en compte leur avis. Et pour prendre en compte leur avis, il faut aller le chercher. Donc, quand cette guerre a éclaté il y a 2 ans, moi, je me suis dit, vous imaginez pour la spécialiste de Russie que je suis, ce que ça a été, la douleur de cette invasion. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille des 2 côtés, en Ukraine et en Russie. C'est pas facile d'aller des 2 côtés. Je me suis senti complètement schizophrène pendant l'écriture de ce livre. Et d'ailleurs, vous le racontez, certains vous prennent pour une espionne, que vous soyez du côté ukrainien ou du côté russe. Mais ça, c'est un peu normal. Disons que les services de renseignement ukrainiens comme les services de renseignement russes prennent toujours, se méfient de tout le monde, y compris des journalistes. Mais ça, c'est dans tous les pays en guerre. Donc finalement, c'est de bonne guerre, si je puis dire. Mais je pense qu'il est de notre devoir, en tout cas du devoir de celui qui se dit reporter de terrain, d'y aller. Donc effectivement, en allant des 2 côtés, et puis c'est pas seulement depuis cette guerre que je vais des 2 côtés, c'est depuis 30 ans, depuis la dislocation de l'URSS, parce que je rappelle que la date importante, c'est 1991, quand l'Ukraine et la Russie se sont séparées. C'est de là que commencent tous les problèmes avec la Russie. Parce que Moscou ne veut pas, en fait, ne supporte pas l'idée que l'Ukraine soit indépendante, soit un État indépendant. C'est de là qu'a commencé cette guerre. C'est pas récent. Donc aujourd'hui, il m'a semblé important de montrer que Russes comme Ukrainiens ont chacun leur façon de penser cette guerre, d'en souffrir, ou de souhaiter qu'elle s'arrête, ou de souhaiter qu'elle continue, etc., etc. Il n'y a pas que notre avis à nous, occidentaux, qui ne sommes pas sur le terrain. Je le répète, ça c'est très important. Nous, occidentaux, nous ne souffrons pas de cette guerre. Moi, je m'intéresse à ceux qui en souffrent. Et ceux qui en souffrent en premier, c'est ceux dans le pays dans lequel elle a lieu, c'est-à-dire les Ukrainiens. Mais je voulais avoir le côté russe, parce que les Russes aussi en souffrent à leur façon. Ils sont en colère du fait que cette guerre existe et du fait qu'ils n'arrivent pas à la gagner. Et est-ce qu'ils en parlent librement, Aniva, les Russes, justement, bien sûr, de cette guerre, et de Vladimir Poutine aussi? Non, mais les Russes parlent librement. À moi, ils parlent librement, mais pourquoi? Parce que je parle russe comme eux. Je n'ai aucun problème dans cette langue. Je n'ai pas besoin de fixeur. Je suis pratiquement comme une Russe. Donc c'est pour ça qu'ils me parlent. Évidemment, si vous arrivez avec une caméra de télévision et un interprète, bien sûr que vous êtes beaucoup plus visible et qu'ils ne vous parleront pas de la même façon. Mais ça, c'est pareil, c'est le métier, c'est notre métier de journaliste. Il faut s'adapter. Donc, les Russes, leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement sur cette guerre. S'ils s'expriment publiquement anti-guerre et anti-Poutine, ils se font arrêter. Il y a aujourd'hui une pénalisation extrême des propos contre la guerre en Russie. Et ça n'existait pas quand j'habitais en Russie il y a 15 ans, 20 ans. Donc c'est complètement différent. Mais moi, mon but, c'est de faire parler les gens sans les exposer, bien sûr, en ayant des conversations authentiques avec eux. Donc, quand je parle avec des Russes, je parle avec des Russes qui sont pro-guerre et pro-Poutine, mais aussi avec des Russes qui sont anti-guerre et anti-Poutine. Bien sûr, il y a des 2. Mais de même que du côté ukrainien, c'est assez surprenant. Il y a des témoignages comme cette jeune fille qui, par exemple, ne prenait pas très au sérieux Zelensky juste avant la guerre et qui aujourd'hui le soutient, ou cet officier qui vous parle aussi de traîtrise, de trahison au moment où la Russie a agressé, a attaqué. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous parlez aux gens, quand vous allez les voir et que vous êtes au même niveau qu'eux, parce que ça, je le revendique, moi je suis à égalité avec tout le monde. Je n'aime pas beaucoup cette espèce d'attitude parfois
qu'on peut avoir, qui est une attitude supérieure. Non, moi je suis à égalité avec tout le monde. Je me rappelle quand j'étais en Irak ou en Afghanistan, j'aimais pas du tout les journalistes américains de télévision qui arrivaient avec des gilets pare-balles pour interviewer des personnes qui n'en ont pas. Ça me semble ne pas être bon pour une discussion, une interview à égalité. Donc il faut être à égalité. Eh bien oui, cette jeune femme, comme beaucoup en Ukraine, m'ont dit qu'ils ont découvert Volodymyr Zelensky quand cette guerre a commencé. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'il pouvait être un chef de guerre et un bon président pour leur pays, alors que c'était pas forcément des gens qui avaient voté pour eux. N'oubliez pas que Volodymyr Zelensky a été élu en 2019, c'est-à-dire assez peu de temps avant le déclenchement de la guerre. Et quand il a été élu, il avait des positions assez pro-russes. Elles n'étaient pas du tout anti-russes comme maintenant pendant la guerre. Donc ça n'a rien à voir. Et cet officier de renseignement ukrainien auquel vous faites référence, Oleg, effectivement, il m'a pris à partir en me disant, mais vous les Européens, Anne, vous les Français, vous nous avez lâchés, vous nous avez abandonnés au début de cette guerre, parce que vous aviez signé le mémorandum de Budapest, et je vais expliquer ce que c'est, en 1994, qui était un accord qui disait la chose suivante, que en échange du retour des armes nucléaires à la Russie, eh bien, la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine garantissaient la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Vous voyez bien que ça n'a pas été le cas. Donc, évidemment, ils se sont sentis lâchés, les Ukrainiens. Et il faut voir aussi que ce pays, c'est gigantesque. Alors, deux pays, puisqu'il y a aussi donc l'Ukraine, mais il y a la Tchétchénie, que vous connaissez bien aussi. Et là, vous nous parlez, en fait, de cette population qui est parfois un petit peu divisée. Il y a par exemple, ce père que vous retrouvez, il dit, si la Russie perd, ce sera la catastrophe pour la Tchétchénie qui se séparera. Alors que les filles, elles évidemment, elles sont beaucoup plus voilà, non mais Patrick, pourquoi je parle de la Tchétchénie? D'abord, la Tchétchénie, c'est mon premier théâtre de guerre. C'est l'endroit où j'avais moins de 30 ans, où j'ai failli perdre la vie. C'est ma première expérience, je ne l'oublierai jamais. Mon expérience en Tchétchénie a changé mon regard sur la vie pour toujours. Bon, et je parle de la Tchétchénie parce que c'est central aujourd'hui, l'expérience de la Tchétchénie dans la guerre, puisque les Tchétchènes, je le rappelle en un mot, la Tchétchénie est une partie de la Fédération de Russie. Il y a eu 2 guerres entre des combattants tchétchènes, des indépendantistes et l'armée fédérale russe, qui ont été perdus par la Tchétchénie, puisque la Tchétchénie fait toujours aujourd'hui partie, elle appartient à la Fédération de Russie. Donc ce qui s'est passé en Tchétchénie préfigurait ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Donc quand vous rencontrez des Tchétchènes aujourd'hui, ils vous disent, nous on a vécu il y a 20 ans ce que les Ukrainiens vivent aujourd'hui. Et, ajoute-t-il, nous, les Tchétchènes, vous, les Européens, vous ne nous avez pas aidés du tout, vous ne nous avez pas livré d'armes, alors que vous en livrez à l'Ukraine. Vous voyez, voilà, c'est ça qui est intéressant quand vous allez parler aux gens. Anne, il va dernière question, mais il y a beaucoup de choses évidemment à lire, et je vous invite à lire ce livre, La haine et le déni, aux éditions. Thriller, comme un roman, hein, c'est ce que me disent les gens qui m'écrivent sur les médias sociaux. Flammarion, avec beaucoup de témoignages. Est-ce que le temps de la paix est venu? Ou quand viendra-t-il? Et que disent les Russes comme les Ukrainiens? Écoutez, les Russes comme les Ukrainiens, tout dépend à qui vous parlez. Évidemment, si vous parlez à des militaires ukrainiens, ils vont pas vous dire que le temps de la paix est venu. Ils veulent continuer cette guerre et la gagner. Et si vous parlez à des militaires russes, ils vous disent la même chose à l'inverse. Donc c'est en miroir. En revanche, pour la population civile, c'est différent. C'est-à-dire que les Russes, la population civile russe, qui ne subissent pas cette guerre, qui ne souffrent pas de cette guerre comme souffrent les Ukrainiens, évidemment, parmi eux, il y en a qui disent il faut la continuer parce qu'ils veulent la gagner. Ça, ce sont les pro-guerres. Mais il y a aussi des anti-guerres russes, ils sont en minorité en Russie, mais ils existent quand même, qui voudraient que cette guerre s'arrête. Mais quand on leur demande s'ils voudraient la victoire de l'Ukraine, ils ont du mal à souhaiter la victoire de l'Ukraine. Quant aux Ukrainiens, les Ukrainiens, évidemment, souhaitent la victoire de l'Ukraine et souhaitent que cette guerre s'arrête. Mais quand vous allez leur parler dans le Donbass ou en Crimée, où j'ai été, où je le raconte dans plusieurs chapitres de ce livre, évidemment, là, vous avez une population qui a pas tout à fait le même avis, qui est davantage pro-russe, surtout en Crimée, puisqu'en Crimée, je le rappelle, ça fait 10 ans qu'elle a été annexée par la Russie, par le Kremlin, et donc il y a eu des mouvements de population qui font qu'aujourd'hui en Crimée, vous avez majoritairement des pro-russes. Voilà, je vous invite à lire ce livre, donc La haine. Ce livre, il est dans l'humain, vraiment dans l'humain. Absolument, c'est du témoignage, du vécu sur le terrain et pas de la géopolitique, comme vous le dites si bien, Anne Niva. C'est aux éditions Flammarion. Merci d'être passé ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Guy Carlier.